Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Nous sommes dans le 3e épisode de la série Réussir ses 100 premiers jours dans un nouveau rôle de chef de projet ou de PMO. Et aujourd'hui, je vais consacrer cet épisode au rôle de PMO. En effet, beaucoup de personnes viennent me voir parce qu'elles ont des opportunités pour devenir des PMO au Project Management Office. J'en ai parler dans plusieurs de mes épisodes que je vous mettrai en lien de l'épisode et qui ne savent pas exactement ce à quoi il correspond. Est-ce qu'ils ont des épaules assez larges? Est-ce qu'ils pourront faire ce rôle de PMO? Ils ont peur aussi de se retrouver dans des rôles de secrétariat ou des rôles qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. J'ai fait plusieurs épisodes avec des invités et des épisodes en solo pour vous expliquer ce qu'était un PMO, ce qu'était son rôle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer justement comment, quand on commence un rôle de PMO, comment on doit l'aborder pour pouvoir savoir à quel type de PMO on va être, rattaché. Quel type de PMO l'entreprise, le client qui a justement fait cette demande ou le sponsor a-t-il besoin? De quel type de PMO a-t-il besoin? Donc, je m'adresse à vous qui veulent commencer en tant que PMO, qui ont eu des opportunités ou qui commencent en tant que PMO. Comment bien commencer dans ce rôle sans rapidement rentrer dans des mauvaises cases que je vous indiquerai un peu plus tard. Alors, selon les structures, le PMO, ça peut être tout et n'importe quoi et ça peut demander aussi des profils très expérimentés ou des profils qui ne sont pas encore expérimentés mais qui vont prendre de l'expérience sur le chef de projet. Donc le premier qui est un peu moins expérimenté, type de PMO, ce sera le PMO super opérationnel au chef de projet. Il va accompagner les chefs de projet et il va les aider venir en support, c'est-à-dire s'assurer que toute la documentation du projet est bien mise à jour, tout est bien au standard, que l'on est sur un bon suivi du planning, un bon suivi du budget. Et s'il y a une dérive, il peut l'alerter au chef de projet. Donc là, c'est plutôt un rôle où le PMO n'a pas d'expérience ni en chefferie de projet, ni en PMO. Et il commence dans ce rôle-là pour assister le chef de projet. Ça lui permettra de prendre de l'expérience et de pouvoir, dans le futur, par exemple, devenir chef de projet dans un projet. Il y a un deuxième rôle qui est quelqu'un qui construit les outils de pilotage. Donc ça, c'est un rôle plutôt expérimenté, plutôt de data analyst, par exemple, et qui va accompagner peut-être un portefeuille, un département à construire tous les outils de pilotage qui seront nécessaires pour pouvoir indiquer les KPI, par exemple, les tableaux de bord, et pouvoir aussi rapidement mieux gérer un portefeuille de projet ou un département. Il y en a une autre qui sera plus une cellule qui va s'occuper de la standardisation des méthodologies de projet dans l'entreprise. Ça peut être des méthodologies de type agile ou des méthodologies de type cycle en V prédictive. Et ça va être une cellule où on aura besoin justement de personnes qui sont certifiées, qui sont des chefs de projet, qui ont déjà travaillé dans des grands projets pour structurer justement les projets d'une entreprise et comme cela, après, ils seront diffusés dans toute l'entreprise. Un autre, ce sera quelqu'un qui va faire du reporting, qui va être en support stratégique, qui va accompagner le C-level à prendre les bonnes décisions et à
vraiment suivre les bons KPI pour être sûr que tous les projets soient alignés, les prioriser. Quand il y a des décisions à prendre ou des arbitrages entre plusieurs projets, par exemple pour l'allocation des ressources, ou bien de dire stop à un projet, ou bien de choisir un projet par rapport à un autre, eh bien, c'est ce type d'outil que le PMO, il va pouvoir conseiller justement des personnes qui sont au niveau du C-level, du département. Il va avoir un recul. C'est vraiment quelqu'un d'expérimenté qui a déjà travaillé sur des projets, des programmes, qui a beaucoup d'expérience et de bagou, comme on dit. Et ensuite, le dernier type, c'est un type qui se rapporte beaucoup en agilité, par exemple, au rôle de Scrum Master. C'est celui qui va coacher les chefs de projet. Il va accompagner les chefs de projet à leur montée en compétences, à leur permettre de structurer leur projet. Il va même les accompagner sur la mise en place des outils. Et puis ensuite, il va pouvoir euh, recueillir, regrouper tous les éléments des chefs de projet après les avoir fait monter en compétences, qui soient suffisamment autonomes sur leur projet. Donc là, c'est plutôt une cellule qui va coacher, qui va vraiment accompagner les chefs de projet dans la réussite de leur projet et qui va permettre aussi justement une meilleure visibilité des projets à tous les échelons de l'entreprise. Donc vous avez bien compris que quand un client demande un PMO, des fois il connaît la définition du PMO, quels sont tous ses rôles, mais il faut que vous sachiez déterminer à peu près à quel type de PMO euh, vous rattachez votre mission ou votre rôle. En effet, souvent, dans la plupart des cas, je pense que le client n'a aucune idée de ce qu'est un PMO. Quand je dis client, je peux dire aussi en interne, quand il y a un recrutement en interne, on se rend compte que les projets ne sont pas structurés, qu'ils sont en retard, et puis là, on se dit, oh, peut-être que nous faudrait-il un PMO. Et là, c'est vraiment l'inconnu, que ce soit pour la personne recrutée ou pour la personne qui recrute. Ne pensez pas que la personne qui vous a recruté, c'est exactement les tenants et aboutissants du rôle de PMO. C'est à vous de créer ce rôle-là, sauf si bien sûr la structure PMO Project Management Office existe déjà ou que vous reprenez le rôle de quelqu'un d'autre. Mais si vous arrivez qu'on crée un rôle et puis qu'on embauche un PMO, ça veut dire que tout sera à définir et ce sera à définir avec justement la personne qui vous a embauché, que ce soit votre sponsor, votre directeur, votre manager ou bien votre client. Et donc, moi aujourd'hui, je vous propose une fiche diagnostic PMO pour savoir un petit peu l'état de connaissance du rôle de PMO par votre client, aussi à quel rôle de PMO vous devez un petit peu suivre, et aussi la maturité de l'entreprise, est-ce qu'elle est prête à accueillir un PMO ou pas. Pour moi, il faut, donc dans les 10 premiers jours, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, vous êtes un observateur, et bien pendant cette observation, vous allez pouvoir poser des questions aux différentes personnes pour savoir ce qu'elles attendent de votre position, de votre rôle de PMO. Vous allez aussi devoir aussi reconnaître les personnes qui seront opposées à votre arrivée, qui seront un petit peu contestataires, parce que pour eux, ça ne sert à rien un PMO. On a toujours fait ça comme ça. Pourquoi on rajoute quelqu'un qui ne va pas apporter de la valeur? Et donc, il faudra déjà commencer à les identifier. Y a-t-il déjà des outils mis en place à maintenir? Est-ce que vous voyez que, par exemple, il manque des rituels, genre, par exemple, il n'y a pas de kick-off, il n'y a jamais de lancement de projet, ou bien inversement, euh, il y a trop de réunions, par exemple. Est-ce que il y a des documents que vous devez produire? Est-ce que la personne qui vous a recruté cherche à ce que vous produisez par exemple un tableau de bord, que vous synchronisiez tous les projets, que vous les rassembliez? Vraiment, c'est vraiment tout un tas de questions que vous avez eues lors de votre phase d'observation, qui est l'épisode précédent. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode et vous n'avez pas récupéré votre fiche outil de l'épisode précédent, c'était la phase de l'observation. Je vous invite à aller sur cet épisode-là. Ensuite, vous pouvez cartographier votre écosystème. Quels sont les chefs de projet à proximité, les chefs de programme, les directeurs, les décideurs, les interlocuteurs clés? Est-ce que vous allez plus travailler avec la finance, les RH, les achats? Et puis, les flux d'informations. Comment
L'information est-elle remontée? Comment elle est redescendue? Est-ce que les personnes sont plus dans l'informel, dans la discussion de café, ou bien ils sont vraiment, tout est écrit par mail, tout est tracé, documenté. C'est vraiment le type d'information que vous devez savoir. Posez-vous cette question. Où sont les zones de flou? Où sont les doublons? Les bons PMO ne vont pas juste livrer un bon outil de pilotage. Ils arrivent avec leur œil neuf et ils vont améliorer les procès, ou bien ils viennent répondre vraiment à une problématique, à une question, et vraiment ils vont accompagner leur manager, leurs clients pour trouver la meilleure solution possible. Et tout cela, moi je pense que c'est un ensemble d'outils qui doit être dans le panel d'un bon chef de projet ou d'un bon PMO. Pour ma part, par exemple, quand j'arrive sur un projet, j'ai tout un tas de templates qui viennent soit de mes expériences précédentes, soit, par exemple, dans le blog gestion de projet, il y a tout l'arsenal du chef de projet. Je vous mettrai un lien en, euh, comment dire, en description de l'épisode. Soit ils ont, par exemple, ils sont PMP, ils sont membres du Project Management Institute, et dans le Project Management Institute, on a accès à tout un tas de templates de tous les types de documents projets qui peuvent exister. La plupart sont en anglais, mais il y en a qui existent aussi en toutes les langues. Et pour moi, ça a été vraiment un appui fort, parce qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un document de projet, d'un template, j'allais me servir soit dans mes expériences passées, soit au sein du Project Management Institute. C'est le blog www.projectmanagement.com. Et donc, quand on est membre du PMI, Project Management Institute, qu'on soit membre parce qu'on est certifié ou parce qu'on a pris une membership, parce qu'il y a beaucoup d'autres types de ressources, eh bien, on a accès à des templates qui sont développés par des chefs de projet partout dans le monde. Et par exemple, une matrice des risques, si vous voulez le voir, un petit, une checklist de communication. Il y a tout plein d'outils comme ça, des templates que vous pouvez après vous réapproprier, floquer le logo de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et ça fera vraiment un effet waouh pour vous dans votre rôle, c'est-à-dire que vous avez connaissance du problème et vous avez une solution toute prête, simple, qui a déjà été étudiée et qui a été prouvée comme fonctionnant, et qui vous est partagée, par exemple, par le Project Management Institute, ou bien dans vos expériences précédentes, si cela a bien fonctionné. Bien sûr, moi je pense qu'il y a une très très grosse erreur aussi à ne pas faire, c'est ne pas venir et dire, voilà toutes les ressources que j'ai à ma disposition, on doit toutes les installer sur le projet. Là, ça va vraiment apporter de la résistance aux équipes. Déjà, ils ne voient pas d'un bon œil qu'une personne vienne et apporte des solutions qui vont les faire travailler plus, qui vont leur rajouter des process. Pour eux, ça va être quelque chose de lourd. Est-ce que ce ne sont pas des process qui vont les faire fliquer, c'est-à-dire surveiller, est-ce qu'ils font bien leur travail, est-ce qu'ils travaillent assez, et tout ça. Souvent, ça peut venir avec ça. Par exemple, pour les rapports d'activité, pour le suivi du budget, eh bien, il faut éviter de leur donner tous les documents à remplir d'un seul coup. Vous n'êtes pas un sauveur, vous êtes là pour apporter une solution graduelle qui va s'installer de manière pérenne au fil du temps. Et donc, pour cela, il faut un petit peu de soft skills, un petit peu voir, goûter déjà les eaux. Est-ce que les équipes sont prêtes, sont ouvertes à avoir, euh, à avoir ces nouveaux processus? Faut-il déjà les convaincre, les sensibiliser, les acculturer avant de leur proposer une ou deux nouvelles procédures, parce que vous risquez de les braquer en fait. Et vous risquez aussi d'avoir beaucoup d'ennemis, même si votre direction est d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'elle vous a embauché. Il y a des manières de faire pour s'intégrer, parce que votre direction, si elle voit que en vous amenant, et que quand vous faites votre travail, vous êtes tout de suite, il y a de l'opposition qui se crée derrière, il y a un climat de suspicion. Oui, elle est là, il est là pour me fliquer.
oui, ça ne sert à rien, pourquoi il est payé tout ça alors qu'il n'apporte rien? Eh bien, bien sûr, on ne va pas vous garder tout simplement parce qu'on veut que les équipes soient performantes et continuent de performer. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir et d'insérer petit à petit des nouvelles procédures, de faire beaucoup de sensibilisation, d'acculturation, de vraiment montrer, déjà d'expliquer et ensuite de montrer pourquoi vous mettez en place tel ou tel outil. Et vraiment, quand vous choisissez le premier outil, choisissez celui qui a l'effet le plus rapide, celui qui va être un peu l'effet waouh. Ne choisis pas celui qui va avoir un effet à très long terme. Choisissez au départ un outil simple, mais qui va pouvoir faire l'effet waouh. Choisissez un outil qui va tout de suite avoir des effets très long terme et qui va pouvoir justement rapidement convaincre un maximum de personnes. Ça peut être améliorer un modèle de reporting déjà utilisé, structurer les revues projet, apporter un benchmark externe sur la maturité projet ou bien créer un mini template visuel, par exemple, pour les chefs de projet pour mener leurs réunions de coproges qui sont mensuelles, hebdomadaires avec le client. Vraiment, essayez de mettre en place au début quelque chose qui va pouvoir montrer un petit peu l'étendue de vos connaissances et de vos capacités et en même temps être tout de suite palpable, les résultats seront tout de suite vus. La posture, c'est ni contrôleur ni sauveur. Vous n'êtes pas là pour fliquer parce que, oui, exactement, vous suivez le budget, vous suivez le planning, mais c'est vrai que tout de suite, on peut avoir un rôle de flicage. Juste observer, regarder et puis ajuster si besoin. En effet, pas besoin tout de suite d'aller dans les détails. Structurer, mais mettre en cohérence, outillé, c'est vraiment ce pourquoi le PMO est fait. La légitimité sera la capacité à faire parler les données, les pratiques, les résultats, et pas juste ton pouvoir hiérarchique. N'oubliez pas que vous êtes à un point central du projet, du programme, du portefeuille. Ce que j'aime bien avec ce PMO, c'est que le PMO a du recul, le PMO conseille, le PMO peut aussi pointer les endroits où il faut juste une petite rectification et ça peut faire des énormes impacts. Moi, je me souviens qu'une de mes coachées avait besoin justement de structurer et aujourd'hui, elle est la référente même. Tous les nouveaux Project Management Office qui sont recrutés, ils viennent la voir et elle leur procure des templates. C'est sa responsable en voyant au quotidien comment elle a mis en place les bonnes procédures qui va conseiller aux nouveaux arrivés, aux un peu plus jeunes expérimentés, et bien d'aller voir ma coachée. J'ai aussi une autre coachée qui a eu des petites problématiques. En fait, le chef de projet, s'il ne comprend pas le rôle du PMO, va tout de suite se sentir un petit peu menacé, va penser que soit le PMO veut prendre sa place, soit on est en train de dire que le chef de projet n'est pas assez compétent. Donc ça peut aussi être une source d'angoisse, mais une source aussi d'opposition et qui peut vraiment faire mal tourner les choses. Donc n'hésitez pas à identifier ces personnes-là, à les accompagner, les rassurer. Essayez de vraiment, même si vous voyez que la personne n'a aucune base de gestion de projet, qu'elle est quand même chef de projet, de ne pas dire oh elle n'est pas compétente, de l'accompagner sur cette mise en place des bons process et des bons outils de gestion de projet. Donc pour pouvoir évaluer ceci au mieux, je vous ai préparé une fiche diagnostic express du PMO que vous pouvez télécharger en, en allant sur le lien qui est en description de l'épisode. Vraiment, je vous ai parlé de comment débuter en tant que Project Management Office parce que j'ai déjà été dans ce cas-là. Et ce que je vois, c'est que au bout des 10 jours d'observation, il est temps de montrer que on ne vous a pas embauché pour rien, mais pour cela, il faut clarifier avec votre client, votre sponsor, votre supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'il attend du rôle, mais vous pouvez aussi aller de manière proactive et lui dire, regarde, voici un petit peu le catalogue de tout ce que tu peux faire en tant que PMO. Donc, voilà ce que je propose comme service. Quels sont ceux que tu voudrais
prioriser et comme ça, vous avez une personne qui va soutenir justement vos démarches, auxquelles vous allez vous référer parce qu'elle connaît souvent l'historique de l'entreprise, les gens pour lui dire mais comment je devrais aborder ce sujet-là? Comment je devrais aborder ce sujet-là? Comment je devrais faire pour convaincre cette personne d'adhérer à mes processus? Donc vraiment aller dans la collaboration, identifier tout de suite les personnes qui veulent vraiment faire améliorer les processus, mais aussi les personnes qui vont s'opposer et que vous allez être amené peut-être à convaincre. Convaincre par quoi? Par exemple, la mise en place d'un outil wow qui va avoir des effets immédiats. Une autre de mes coachées, elle a eu tout de suite l'effet wow. Elle a conseillé à un de ses chefs de projet d'utiliser une structure de réunion de coproche. Le chef de projet est parti en réunion client. Le client était ravi. Il avait de la transparence. Il savait où on en était du projet. Et depuis, ils sont repartis sur des bonnes bases pour travailler ensemble. Plus de frustration, plus de mécontentement du client. Ils sont là. Chaque semaine, ils revoient ensemble le périmètre et ils avancent sur les actions qui sont à faire et celles qui ont été faites. Et cela n'a pas suffi de grand-chose. Il a suffi juste d'un petit cadre, de se montrer professionnel. Et ça, c'est ce qu'apporte aussi le PMO. Professionnaliser vos projets. Le PMO a toute une panoplie d'outils, de templates qu'il peut utiliser et qu'il peut montrer. Donc, je vous ai donné les sources où moi, j'allais chercher mon template. Aujourd'hui, vous avez cette fiche diagnostic. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour que votre poste de PMO soit assuré et pérenne. Et si vous voulez en savoir plus, que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. Je serai vraiment honorée de vous accompagner pour mettre en place les bons outils qu'il faut au bon moment dans votre nouveau poste de Project Management Office, qui est un poste clé et tournant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner sur vos 100 premiers jours et j'espère vraiment que vous utilisez bien ces fiches diagnostiques qui vous permettront justement de vous poser les bonnes questions. Et si vous voulez aller plus loin dans un accompagnement, je suis là. J'adore avoir déjà des retours sur le podcast Projetez-vous pour pouvoir aussi le rendre à la communauté et aussi connaître quels sont vos projets, quels sont vos défis quotidiens. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Réussir ses 100 premiers jours en tant que chef de projet ou PMO. Mais d'ici là, soyez sereins et continuons ensemble cette aventure. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi me joindre en message par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.